Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du film L'Odyssée de Christopher Nolan que j'ai vu il y a pratiquement 5 jours maintenant. J'ai tardé pour faire la vidéo, désolé. Il y a eu pas mal de polémiques au sujet de ce film. Faut savoir qu'au début je voulais même pas aller le voir, je voulais vraiment le boycott après tout ce que j'ai vu sur les chaînes et sur les réseaux sociaux au niveau du wokisme, au niveau de Hélène de Sparte, au niveau d'Achille. Donc au début ça me donnait pas du tout envie et il faut savoir que je suis pas du tout un fan de Nolan. J'ai bien aimé son ancien film, vraiment le tout premier film que j'ai vu de Nolan, Inception. Batman, je suis pas vraiment fan des Batman de base. Faudrait que je me les remate pour savoir si j'aime bien ou pas. Aucune idée des Batman. Mais moi je suis plutôt fan de son frère Jonathan Nolan qui a fait Westworld, la série Westworld qui est vraiment top. Et la deuxième série aussi, Fallout, que j'ai beaucoup aimé. Dans les anciens films avec Nolan, en fait, je pense que les deux frères, ils travaillaient ensemble jusqu'à Tenet. Et à partir de Tenet, enfin, Christopher et Jonathan se sont séparés. Et c'est à partir de Tenet où il a fait son petit bout de chemin tout seul. Donc il a fait Tenet, il a fait Oppenheimer, et là, le dernier, Odyssey. Donc Tenet et Oppenheimer, j'ai détesté ces films. Oppenheimer, pour moi, c'était atroce. C'était 3 heures de film avec 3 histoires différentes. C'était le désordre en tout, juste pour te garder éveillé. Pour moi, c'était inregardable. J'ai vraiment détesté Oppenheimer. Mais cette fois-ci, et là-dessus, je dois vraiment m'excuser auprès de tous les fans et de Nolan surtout. Christopher, parce que Jonathan, in my heart. Désolé Christopher, parce que je voulais boycotter ton film au début, et en vrai, je suis allé le voir, et ça a été une putain de claque. Ça a été une putain de claque. J'ai adoré, j'ai surkiffé le film Odyssée. Faut savoir que je suis un très grand fan de Peplum, donc tout ce qui est Gladiator, 3, 300, même 302 qui est pas ouf. Moi j'aime bien tout ce qui est combat à l'épée, les stratégies de bateau, j'aime beaucoup ça. Surtout à l'époque grecque, l'époque romaine, je surkiffe la série Rome, la série Spartacus. Donc tout ça, je surkiffe vraiment. C'est pour ça que l'idée que Nolan, quelqu'un qui est très dans l'imaginaire, mais qui reste réaliste, qui aime bien montrer le monde d'aujourd'hui, mais d'une façon imaginaire, on va dire. Il reprend le livre d'Homère, donc Odyssée. Tu sais que j'ai jamais fait la nuance entre Odyssée et Ulysse. Pour moi, c'était deux mots différents. En fait, Ulysse et Odyssée, ce sont les mêmes mots, sauf que Ulysse, c'est le prénom français. Voilà. Je sais pas si tu savais, mais je viens de t'apprendre quelque chose. Et du coup, j'ai vu le film Odyssée. 2h50 de film, on ne les voit pas passer. Il y a peut-être quelques scènes qui vont un peu sur la longueur, mais je trouve que les différents trailers qu'on nous a montrés, au moins pendant les 4 derniers mois, ça ne reflète pas du tout le film. En fait, ce qu'on nous montre dans le trailer, en fait, c'est quelque chose de très dramatique, quelque chose de très lent. On nous montre beaucoup de paysages. Il se passe pas grand chose dans le trailer. Et là, en vrai, c'est pas du tout ce qui est représenté dans le film. Le film, c'est 70% du temps, c'est de l'action. Sur 2h50, il y a que de l'action. Ça s'enchaîne, parfois un peu trop vite, mais c'est que de l'action 24 heures sur 24 pendant 2h50. C'est incroyable. Donc merci pour ça. Je sais pas si ça faisait partie de sa stratégie de nous mettre un trailer et de nous faire pas mal de polémiques pour aller au cinéma avec un esprit de toute façon, j'ai rien à perdre et je ne peux que être surpris. C'était peut-être sa stratégie au final pour ne décevoir personne. C'est de vraiment être au plus bas et de prouver à tout le monde qu'avec son film, il a fermé la bouche de tout le monde, y compris moi. J'ai fermé ma bouche pendant 2h50, j'ai bavé de kiff et j'ai surkiffé. Il y a pas mal de choses à dire sur ce film, beaucoup de positifs, pas beaucoup de négatifs en vrai. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est que depuis cette année, l'année dernière, au niveau des films, même s'ils sont bons, il peut y avoir beaucoup de petites erreurs, beaucoup de petits trucs qui s'accumulent au fil du film et qui nous empêchent vraiment de kiffer à 100% notre séance au cinéma ou même chez nous à la télé. Mais là, pendant 2h50, j'étais scotché. Donc on va parler des bonnes choses d'abord, donc tout ce qui est au niveau des paysages. Je ne l'ai pas regardé en IMAX 70 mm, je sais pas quoi, j'ai pas regardé ça. Je sais qu'il était à Montpellier, je sais qu'il était disponible aussi en Belgique. Des gens vont se faire le déplacement, j'ai des potes qui vont faire le déplacement jusqu'à Montpellier, jusqu'en Belgique, juste pour aller voir ce film. Bon, en vrai, ça peut être une expérience de dingue pour aller le voir là-bas, mais en vrai,
ça va quoi. C'est juste pour regarder, c'est pour avoir ça et genre ça de plus. Bon, voilà, des paysages ou une épée dans la main qu'on voit. Est-ce que ça vaut vraiment le détour, le trajet? Je pense pas. Et je sais qu'il était aussi disponible dans le Grand Rex, mais le fait que ça soit en double étage, ça veut dire que ceux qui se retrouvent en haut, ils vont voir que la moitié de l'écran. Et surtout si tu te retrouves à l'arrière, tout au fond de la salle. Donc vraiment pas de bénéf. Donc je suis allé le voir dans une séance avec un 16 neuvième normal. Et l'image, nickel. Tout était parfait. Des paysages magnifiques. Je crois qu'il a tourné au Maroc, il a tourné en Écosse, il a tourné en Grèce. Il a tourné dans plusieurs endroits en Europe. Je suis pas un très gros connaisseur de son. Moi, j'ai toujours entendu parler de Hans Zimmer, mais à part ça, je suis pas quelqu'un au point d'écouter la bande son des gens, des films sur Spotify constamment sans l'image. Moi, les musiques de films, il me faut une image qui va avec, il me faut le film avec. À part s'il y a des paroles, à part si c'est vraiment une musique dédiée, pas juste un son. Là, il y a beaucoup de sons, en vrai. Beaucoup de sons qui te gardent en éveil, qui te font élever le BPM tout le long du film. Ça te garde vraiment en éveil. Il y a vraiment pas du stress, mais la musique te fait stresser alors que tu sais à peu près ce qui va arriver. Si tu as suivi, si t'as lu ou si tu as suivi les histoires d'Homère, tu sais à peu près au fil de quand tu vas connaître à peu près la continuité du film, ça c'est pas un problème. Mais après, il y a eu quelques petits. Non, en vrai, il a plutôt bien suivi le film à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, attends, qui a fait la bande son? Qui a fait la putain de bande son? Merde, je me rappelle plus. Ah, les musiques, ça a été fait par Ludwig Göransson. Oscar pour Oppenheimer. Bon, Oppenheimer, j'ai pas du tout aimé. J'en garde aucun souvenir de son et de musique là-dessus, donc je sais pas. J'ai beaucoup soufflé pendant le film, donc je ne vais pas rentrer, je vais pas l'entrer en rigueur. Donc je vais rester sur le film Odyssée, qui a été vraiment, c'était incroyable. Les sons sont vraiment incroyables. Ça, ça amène vraiment quelque chose aux scènes qu'on regarde. Quoi d'autre? Les acteurs, ça joue très bien. Les scènes de combat, les scènes de violence, les scènes même parfois gore. Si vous avez vu le film ou si vous allez le voir, bah avec le livre d'Homère, on sait qu'il va passer par Circé. C'est une espèce de sorcière échouée sur une île qui transforme les humains en animal. Donc là-dessus, la scène là-dessus, à ce niveau-là, était vraiment pas gore au niveau de pouvoir du sang, mais on voit des têtes, on voit des gens se faire déformer. Ça amène beaucoup d'émotions quand tu le regardes. En réalité, c'est dur de prendre point par point tous les aspects positifs du film parce que c'est vraiment un tout. Tout est vraiment bien ficelé entre eux. Les scènes montées, ça va beaucoup switcher entre le présent, le passé. En fonction des rencontres de Télémaque, le fils d'Ulysse, on va avoir plusieurs scènes coupées parlant de l'histoire du passé après la guerre de Troie. Ce que les gens ont vu ou ce que les gens se sont souvenus d'Ulysse pendant la guerre et après la guerre. Mais sinon, au niveau des points négatifs, il peut en avoir quelques-uns que j'ai relevés pendant le film et même en dehors dans le contexte du film. J'ai lu le fait que le film a coûté 250 millions d'euros pour réaliser ce film. Sincèrement, je vois pas où est parti le budget, mis à part dans la com et chez les acteurs. Donc il y a beaucoup de scènes à l'extérieur, beaucoup de paysages, quelques forts, quelques villages, quelques maisons ou quelques palais filmés, comme Troyes ou quelques villages qui ont été tournés au Maroc, le palais de Ulysse sur son île, Ithaque, mais le bateau en mer, mais mis à part ça, c'est que du naturel. Donc là-dessus, le budget, ça coûte pas cher. Vraiment, en plus, ça montre qu'il a fait ça en naturel parce qu'il allait dans plusieurs pays. Donc le Maroc, la Grèce, l'Italie, la Sicile, l'Islande, l'Écosse, le Royaume-Uni, les États-Unis. Donc c'est ça pour moi le point négatif, c'est que les 250 millions ont vraiment été là pour payer, je pense, la plupart des acteurs. Donc il y a une tripotée d'acteurs. Donc le premier déjà c'est Matt Damon qui joue le rôle d'Ulysse. Là-dessus, incroyable Matt Damon, parfait du début à la fin. Ça se voit qu'il kiffe jouer dans ce rôle. C'était vraiment incroyable. Il y a eu Anna Thaoué qu'on voit pas mal de fois, donc la femme de Pénélope, la femme d'Ulysse, celle qui se fait harceler constamment pendant le film des différents prétendants
qui sont là dans le palais à profiter de sa gentillesse et de l'accueil d'après le code de Zeus. Donc le code de Zeus est là pour dire que n'importe qui rentre chez toi, tu dois l'accueillir comme il se doit. Tom Holland, Tom Holland, il joue bien, ok, il est plutôt beau et ça lui va bien, enfin, il joue bien, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de Tom Holland pour jouer Télémac? Ça, en fait, la plupart, en fait, c'est vraiment la fripo, c'est vraiment la liste de Nolan, c'est que des acteurs connus. Il n'y a pas un mec lambda, c'est ce qui est dommage, on aurait pu voir beaucoup plus de locaux, on aurait pu voir peut-être des acteurs en montée qui, grâce à ce film, sauront être vus par tout le monde. Mais à la place, c'est vraiment des superstars. Il y a Zendaya qui joue le rôle d'Athènes, donc une déesse grecque. Charlize Theron qui joue aussi une nymphe qui joue le rôle de Calypso. Il y a Robert Pattinson également qui joue le rôle d'un prétendant de Pénélope. Moi, je trouve qu'il a été vraiment sous-coté, Robert Pattinson, surtout à cause de Twilight, malheureusement. Mais tous ses films, il joue vraiment de façon exceptionnelle et à fond à chaque fois. J'adore cet acteur. Et voilà, donc toute une tripotée d'acteurs qui pour moi n'avaient pas eu lieu. On aurait pu prendre deux trois stars, on aurait pu garder Matt Damon, on aurait pu garder Anna Thaoué, on aurait pu garder deux trois autres acteurs. Pour moi, je crois que Christopher Nolan est un peu comme notre Quentin Dupieux français. Bien sûr, c'est pas du tout le même niveau de skill, mais ce sont deux réalisateurs qui cherchent à vraiment être un peu externe, à chercher quelque chose de nouveau. À chaque film, ils essaient de faire quelque chose de nouveau, de réaliser quelque chose de nouveau. On peut aimer ou ne pas aimer. Par exemple, moi, les deux réalisateurs, Quentin Dupieux et Christopher Nolan, c'est pas du tout ma cam, pas du tout, du tout. Mais bon, je dois admettre, j'avoue, qu'ils testent des trucs. J'aime beaucoup la façon de penser de Quentin Dupieux sur le fait qu'ils disent que même si un film dure 1h10, s'il n'y a rien d'autre à ajouter, s'il n'y a pas d'autre histoire à ajouter, il ne faut pas mettre de l'histoire pour juste allonger le film. S'il dure 1h ou 1h10, ça sera 1h ou 1h10. C'est parfait, moi j'aime beaucoup cette façon de penser d'un réalisateur. Et les deux, aux yeux des acteurs, c'est le Graal. Chaque acteur, actrice en France ou aux États-Unis, pour Nolan et pour Dupieux, chacun rêve de jouer pour l'un de ses films. Quentin Dupieux, je sais qu'avec Jonathan Cohen, qui avait fait pas mal de casting ou de représentations avec Alain Chabat pour les derniers films, bah ils savent, ils ont beaucoup aimé travailler avec Quentin Dupieux. Tout le monde rêve de jouer avec Quentin Dupieux, même si les films sont très atypiques. Le fait les tournages, la façon de voir les choses, la façon de parler des scénarios, c'est vraiment quelque chose qui va te donner de l'expérience pour un Dupieux. Et je pense que ça doit être exactement pareil pour Nolan. Nolan, à chaque fois, c'est différent. Il reprend les acteurs avec qui il a joué dans les anciens films. Tout le monde rêve, je pense, tout le monde a envie de travailler avec lui pour lui. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une liste de flopée de listes de superstars qui jouent pour lui. Mais pour moi, ça peut être très avantageux, comme ça peut être un très grand inconvénient, parce que normalement, là, c'est vraiment une exception, mais normalement, quand il y a une tripotée d'acteurs, quand il y a 20-30 acteurs, quand c'est tout le casting, c'est des superstars, bah souvent le film, c'est qu'il a rien à raconter ou qu'il est nul. Donc là, c'était vraiment l'opposé. Là, il m'a contredit, mais aussi également, après, je vais détailler un peu les petits points que j'ai pas trop aimés ou qui ont été peut-être, c'est très minime, mais moi, je l'ai noté directement quand j'ai vu le film. Par exemple, tout au début du film, donc le cheval de Troie qui a été la technique utilisée par Ulysse lui-même pour aider l'armée d'Agamemnon à rentrer dans la ville de Troie durant la nuit, donc ils se sont infiltrés, il y a une petite armée, il y a une dizaine d'hommes qui se sont infiltrés dans ce cheval, ils ont fait don de ce cheval aux citoyens et au roi de Troie, ils ont vu ça comme un présent de l'Empire qui a perdu contre eux, donc ils l'ont accepté, c'est le code de Zeus, donc ce que ton ennemi ou ce que la personne t'offre, t'es en quelque sorte obligé de l'accepter. Donc ils ont accepté ce cheval, ils l'ont fait rentrer dans Troie, mais pour moi le cheval de Christopher Nolan n'est pas une réussite parce qu'il est trop parfait. Donc là, le cheval de Nolan, c'est celui-là. En fait, ils ont construit le cheval de Troie sur les plages avec du bois de bateau. Donc comment tu peux réaliser ça aussi détaillé et aussi précis dans un temps imparti, tout ça sur la plage. Même le cheval est tellement parfait
que les gens, les soldats qui se sont infiltrés dedans, ils vont devoir sortir au bout d'un moment, donc il y a forcément une trappe quelque part, et la trappe, euh, elle est au niveau de la bourse du cheval, et là-dessus, on voit pas de trappe. Les Troyens, ils auraient dû voir cette trappe, personne l'a vu. Donc pour moi, ce cheval, il est trop parfait. Comparé au cheval juste à droite, ça c'est le cheval construit pour le film de Troie. Donc ce cheval-là est beaucoup mieux, beaucoup plus réaliste. Je trouve qu'il a vraiment, on voit vraiment que c'est des bouts de bois pris de plusieurs bateaux. Il y a même des bouts de bateaux encore visibles. Et c'est très dur de voir une trappe dans toute cette imperfection dans ce cheval. Donc ça, pour moi, ça a vraiment été une réussite, hein. Pour moi, de toute façon, le film de Troie, pour moi, il n'y a rien à dire de A à Z. Mais là, le cheval de Troie, je le préfère au cheval de Nolan, surtout qu'au début, on voit le cheval à moitié enseveli dans le sable, comme si tout le monde était parti depuis plusieurs semaines, alors qu'il y a des soldats dans le cheval. En plus, ils n'ont pas été très malins parce qu'ils ont laissé le cheval au niveau de la marée. Donc dès que la marée était haute, les soldats intérieurs se noyaient pratiquement. Donc pourquoi ne pas avoir mis juste le cheval un peu plus loin sur les dunes pour que au moins pour qu'au moins ce problème ne soit pas dans la liste de toutes les problématiques que ces soldats vont avoir dans le cheval. Ça, je comprends pas. Mais ouais, il y a pas mal de petits trucs comme ça que j'ai pas trop kiffé. Malheureusement, je suis très pointueux, j'aime beaucoup noter ces petits détails dans les films, et si moi je le note, il y a sûrement d'autres personnes qui l'ont noté, et pourquoi pas toute la team du casting, et pourquoi pas le réalisateur. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça aussi parfaitement. Il n'y a pas besoin d'être aussi parfait. Ensuite, ça, pour moi, c'est pas un problème du tout. On va parler de la polémique qui est arrivée avec Lupita Nyong'o. Moi, je trouve que c'est une très belle femme. Elle a été beaucoup critiquée parce que elle a joué Hélène de Troie et Clytemnestre. Elle a joué Hélène de Troie et elle a joué Clytemnestre. Elle a joué les deux rôles. Et en vrai, je vois pas en quoi est-ce problématique. On la voit à peine, peut-être, allez, 1 minute 30 dans 2h50 de film. 1 minute 30 répartie en 3 parties. Donc on la voit en tant que Hélène de Troie assise auprès du frère de Agamemnon, donc Ménélas, qui est joué par John Bernthal, un acteur que j'aime beaucoup. Voilà, et en plus le problème c'est que on la voit en fait dans les polémiques, on lui montre pas une bonne image d'elle. Donc là on la voit assise dans un ancien, je sais pas quel film c'est, mais elle est 100 fois plus belle dans le film d'Odyssée. On la voit aussi, en fait, ils ont repris, dans une des scènes, dans une des scènes de l'Odyssée, on la voit dans le passé, parce que Agamemnon a sacrifié sa fille pour assurer la victoire à Troie, et c'est cette scène-là qui a fait polémique, où on la voit faire Ah comme ça. Pas très belle, pas très beau cadrage, pas très belle image d'elle, alors que dans d'autres images, elle est beaucoup plus belle. Bien sûr, il y a une polémique parce que à côté, il y a Hélène de Troie du film 3, qui est magnifique. Elle est jouée par l'actrice Diane Kruger. C'est incomparable, on peut pas comparer deux femmes entre elles. C'est des beautés différentes. Mais il y a eu cette polémique au niveau de ce ne sont pas des Grecs. Moi, après, d'après ce que je connais de l'histoire, bien sûr, je suis pas un expert, je peux me tromper, mais, mais souvent les reines de rois sont des personnes, des princesses qui viennent d'empires extérieurs. Donc à ce moment-là, ça pourrait être la Turquie, ça pourrait être Carthage, la Tunisie dans le nord de l'Afrique à l'époque. Souvent, un roi et une reine sont ensemble même s'ils ne s'aiment pas. Donc là, Ménélas et Hélène, ça se voit directement qu'ils ne s'aiment pas. Ça se voit que ça a été fait à un but politique. Donc je comprends le fait que ça soit pas obligé une grecque qui soit auprès de Ménélas. Ça aurait pu être une personne qui vient de Turquie ou ou une personne du nord de l'Afrique qu'ils ont obligé à se marier avec Ménélas pour maintenir une sorte de paix entre Sparte, qui est une ville indépendante de la Grèce à l'époque, et un autre empire comme le nord de l'Afrique. Là-dessus, ça me choque pas. Bien sûr, c'est une supposition, c'est une hypothèse. Personne ne le dit, même dans le film, rien n'est émis à ce niveau-là. On ne sait pas. Je pense qu'on a beaucoup joué sur la polémique pour parler de ce film. Je pense qu'ils ont fait exprès. Ça fait 2-3 ans maintenant avec le wokisme que beaucoup de films font leur pub gratuitement à cause de la haine
et des polémiques négatives que certaines personnes partagent sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est pour ça que je vois pas la polémique avec Lupita, en quoi ça a été négatif au niveau du film. Elle n'a rien vraiment apporté au film, mis à part une action qui se passe avec Agamemnon. Autre petit problème que j'ai noté, moi j'aime bien noter à chaque fois qu'il y a un petit truc qui pour moi ne semble pas naturel. Donc Troie est connu pour son mur qui est infranchissable, impossible à monter, impossible à traverser, une ville imprenable. Pour moi, Christopher Nolan a fait une petite bêtise, une erreur. Donc à droite, on voit le film de Troie qui a été fait en 2004. Donc les murs, on peut voir que les murs sont énormes, sont infranchissables, sont même émis de façon diagonale pour que ça soit impossible de casser ces pierres. Il y a, on voit vraiment la différence entre la personne qui est devant, qui est Achille, et le mur qui est devant lui, c'est pratiquement comme si c'était la muraille de Chine. Et à gauche, on voit, du coup, on le voit, j'arrive pas à trouver des images à ce niveau-là, mais on le voit vachement dans le film. Surtout, il y a quelques images là-dessus. On voit en fait le mur de Troie dans le film de Christopher Nolan, qui est pas si grand que ça. Comparé à la taille d'un humain, je vois facilement le fait que pendant une grosse attaque avec des milliers de soldats devant la muraille, que des techniques comme les échelles ou les grappins, ce genre de choses, pouvaient être utilisées dans ces petits murs comme ça. C'est impressionnant, mais ça ne l'est pas assez comparé à l'image que les personnes à l'époque et aujourd'hui qu'on avait de Troie et de son mur infranchissable. Donc voilà, au niveau du film, j'aimerais bien faire une première partie, donc je vais conclure à partir de maintenant, et après ça, je vais faire une deuxième partie sur les étapes que Ulysse a rencontrées durant son périple, à comparer avec ce qui s'est passé dans le film de Nolan et ce qui s'est passé dans le livre d'Homère à l'époque. Donc juste pour conclure au niveau de ce film, je pense que aussi Nolan a pris en compte la notoriété du film de Troie de 2004, qui a été une révolution pour tout le monde. En fait, aujourd'hui, tout le monde le transcende, tout le monde adore ça, mais à l'époque, il faut savoir que le film 3 n'a pas eu vraiment un succès attendu. Il a connu un succès bien après, bien plus tard. Il a beaucoup réagi là-dessus. Moi, je pense que inconsciemment, lui, il le savait, mais il a su comment nous, on allait réagir pendant le film, car en vrai, on suit Ulysse, on suit Agamemnon. Techniquement, dans nos têtes, dans notre esprit, on vit avec le film de Troie depuis plus de 20 ans, et les Troyens étaient les gentils, qui ont été massacrés par la terrible armée de Agamemnon. Dans notre inconscient, on a gardé l'esprit que les Troyens étaient gentils et que l'armée d'Agamemnon était méchante. Et dans ce film-là, le film de Nolan, on suit le côté des méchants. Donc, quand ils font l'invasion de Troie expliquée par Ménélas pendant le film, bah pour nous c'est vraiment un combat en mode est-ce que je dois vraiment être de leur côté ou pas? Parce que les Troyens, on n'en entend pas du tout parler pendant le film de Nolan. On les voit tuer Sinon, qui est l'un des compagnons et des soldats d'Ulysse, qui a été tué par les Troyens. Mais sinon, il n'y a pas un sujet de discussion, il n'y a pas une discussion, il n'y a pas une phrase émise par les Troyens. Donc on en a vraiment rien à foutre dans ce film. Ils sont simplement là pour expliquer les étapes et ce qu'a vécu Ulysse pendant la guerre. En fait, c'est aussi un sujet de discussion dans le film. C'est en quoi la guerre, même expliquée de façon élogieuse, pourquoi est-ce une mauvaise chose? Ça paraît simple et ça paraît évident pour tout le monde, mais tout le monde aujourd'hui, moi y compris, on adore les films d'histoire concernant la guerre, on adore jouer à la guerre, on adore les films de guerre, on adore la guerre en général, mais la guerre est une chose atroce. Et je pense que dans ce film, il cherche à parler de ça, Nolan. Vous allez voir par vous-même, allez le voir. Je vous recommande d'aller le voir, bien sûr. Mais oui, je pense que c'est un gros sujet de discussion dans le film. C'est tout ce en quoi la guerre a de terrible. Donc le fait de tuer des gens, bien sûr, l'atrocité des guerres, le fait que la plupart perdent leur humanité, le fait de partir des années et des années loin de leur famille juste par ordre d'un roi, d'une personne. Ça se produit comme d'hab. C'est un cercle vicieux qui se produit même aujourd'hui.
Donc il y a un peu de tout. Donc là-dessus, oui, beaucoup de sujets émis à pas de Nolan. Vraiment top, franchement top, top, top. Donc, et pour les notes, j'ai des petites notes que j'avais écrites pendant le film. Qu'est-ce que j'ai mis? Pas la même race de chien. C'est vrai qu'effectivement, on le voit dans le trailer, à un moment, on voit un petit chiot dans les bras d'Ulysse. Pour moi, c'est pas le chien qu'on voit plus tard quand il est grand. Voilà, c'est un petit truc, c'est un petit détail. Mais pour moi, ça avait l'air plus d'un petit chiot, d'un genre un cocker anglais, un cocker américain, un vrai chien de chasse. Alors que plus tard, on voit le chien, on dirait plus un chien bâtard qu'un chien de race. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on suive le temps. Il y a pratiquement 20 ans qui passent dans le film du début, lorsque Ulysse part à la guerre avec Agamemnon, jusqu'à son retour sur l'île d'Ithaque. Il y a 20 ans qui se passent. Donc il y a pratiquement 10 ans de guerre, 3 ans où il est en voyage pour revenir, et c'est là où il a toutes ses aventures avec ses compagnons de route sur le bateau. Et il y a pratiquement 7 ans où il reste sur l'île de Calypso, envoûté par la beauté et par les charmes de cette femme. Je vous dis ça parce que 20 ans, c'est l'âge du chien dans le film. En fait, j'adore ça, j'ai beaucoup aimé cette symbolique, le fait que le chien lui-même attende le retour de son maître adoré. Vous pardonnerez cette petite élocution qui me taraudait de vous dire. Après, petit point négatif, je pense qu'il y a un petit point négatif, ça reste plutôt woke, un film. Il y a des petites parties woke, je pense qu'il y a eu tellement de polémiques à ce sujet que Nolan a fait quelques modifications, a fait quelques cuts. Donc tout ce qui est au niveau d'Elliot Page, franchement perso, j'en ai rien à foutre. Le seul truc qui m'a un peu dérangé à ce niveau-là, c'est au niveau de la logique, c'est que Elliot Page, c'est comme on dit, comme tout le monde le dit, c'est quelqu'un qui fait 1m50, c'est une brindille, et en fait c'est Ulysse qui recrute Sinon. Donc, est-ce que c'est bien Sinon ou Simone? C'est Sinon, exactement. C'est Sinon. Il recrute Sinon quand il avait 10 ans. Il avait 20 ans quand on le représente avec l'acteur Elliot Page. Le gars, depuis qu'il a 10 ans jusqu'à ses 20 ans, il n'a connu que la guerre, que les expéditions en bateau, 10 ans de guerre, et le mec est comme ça après 10 ans de guerre. C'est pas très logique. Si Nolan voulait vraiment mettre Elliot Page quelque part, je l'aurais mis quelque part d'autre, mais pas en tant que soldat, peut-être en tant que prétendant pour la reine, mais pas en tant que soldat. Le mec, il fait 50 kilos, 40 kilos max, et tu vas me dire que ça fait 10 ans qu'il fait la guerre et qu'il a survécu en plus, 10 ans de survie. Il a vraiment été derrière les fronts, il s'est sûrement occupé des bateaux, il a sûrement ramassé des gourdes, je sais pas, mais c'est pas possible. Mais moi, le sujet qui m'a un peu, pas saoulé, mais voilà, ça reste woke, c'est l'équipage du bateau. L'équipage du bateau, je pense qu'il n'y a pas un personnage qui représente un grec. En fait, pour moi, c'était ça, ça me m'énerve pas, c'est juste ça me titille, ça me dit en mode, pourquoi, tu vois, pourquoi tu te forces, est-ce que c'est vraiment naturel? Tu vois, par exemple, Ulysse, Matt Damon, bon, déjà, il fait pas très grec, Matt Damon, mais son bras droit, c'est les compagnons. Mais son bras droit, c'est Himesh Patel. Himesh Patel, qui doit être indien. J'aime beaucoup cet acteur. Franchement, à chaque intervention, à chaque fois qu'on le voit sur l'écran, il joue très bien. Mais il n'a rien à faire sur l'équipage de Matt Damon, sur l'équipage d'Ulysse. On voit même un Asiatique. On voit un Golgoth qui ressemble à un Scandinave. En fait, ça n'a rien à voir avec les Grecs. Surtout que là où ça m'a saoulé, c'est que si elle avait fait partie, si cette équipe un peu mixte avait fait partie de l'armée de Agamemnon, j'aurais compris. Parce que Agamemnon, quand il a décidé de faire la guerre à Troie, il a réuni toutes les cités-États et tous les empires qu'il possédait. Donc vraiment, c'était des personnes, c'était des divisions et c'était des armées venant des quatre coins du monde à ce moment-là, dans l'Empire grec, bien sûr, pas États-Unis, rien d'autre, mais dans l'Empire européen. Ça venait des quatre coins du monde, tous échoués sur la plage de Troie pour attaquer Troie. Donc là-dessus, je peux comprendre qu'il y a plein de nationalités différentes. Et le fait que ça soit dans l'équipage de Ulysse, Ulysse c'est quelqu'un qui habite sur une petite île, c'est le roi de Ithaque, Ithaque qui est une île, et l'île, c'est une île grecque. Donc toutes les personnes qu'il a recrutées dans son armée
étaient des locaux, étaient des soldats qui allaient être formés pendant 10 ans, parce que pas tous étaient des soldats, mais ils ont tous été formés à partir de l'île. Ce sont tous des locaux de l'île. Donc tu vas pas me dire que sur une île, il y avait des communautés africaines, des communautés asiatiques, des communautés indiennes ou des communautés scandinaves. Pour moi, c'est pas logique du tout. Si ça venait de l'armée d'Agamemnon, ok, mais si ça venait de l'armée d'Ulysse, pas ok. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie, on va dire à peu près non spoil. Je vous ai pas spoilé tant que ça. La plupart des trucs on le voit sur les trailers et franchement, même si d'après vous je vous ai spoil, ça vous empêchera pas d'aller le voir, je pense, et ça vous donnera aucune info du film dans son contenu complet. Donc j'espère que vous avez aimé cette première partie sur la critique de l'Odyssée de Nolan. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à me follow, à aller sur Instagram, à faire plein de choses. N'hésitez pas à faire grandir la communauté de l'étalon critique. Mais on va maintenant passer à la seconde partie, la partie où je vais plus particulièrement parler des aventures d'Ulysse, des différentes étapes, et on va essayer de les comparer entre ce qui se passe dans le film de Nolan et ce qui s'est passé dans le livre d'Ulysse. Rebonjour à vous. Si vous êtes là, c'est que ça vous dérange pas d'être spoilé ou que vous avez vu le film et que ma critique et mon jugement à travers les différentes aventures d'Ulysse vous font vibrer, vous excitent. Donc c'est parti. Alors on va commencer avec du coup la première aventure que Ulysse va rencontrer. Il va décider de ne pas suivre Agamemnon, donc il va prendre beaucoup plus de temps. Il pensait que ça allait être un raccourci, mais il va faire un détour de bâtard pour arriver chez lui. Ça va être pratiquement 3 heures d'aventure, 3 heures, 3 ans d'aventure avec ses compagnons jusqu'à son arrivée sur l'île, back to the island. Donc la première aventure, la première île qu'il rencontre, on dirait, franchement, je sais pas si Nolan a été influencé par le manga One Piece, mais One Piece c'est pratiquement la même chose. Chaque arc est une île différente. Là, c'était vraiment chaque chapitre du film sont pratiquement des îles différentes. À un moment, on va te parler de l'île du Cyclope, on va te parler de l'île de Cersei, on va parler de l'île de Calypso. Donc, c'est vraiment des arcs différents, c'est des îles différentes, comme One Piece, c'est exactement comme One Piece. Donc, la première île, ça a été avec le Cyclope. Donc, à votre gauche, vous avez le gros cyclope de Nolan, et à votre droite, à travers des représentations de statues et des peintures, vous avez le cyclope de l'Odyssée d'Homère. Donc, juste avant de parler de ce que a écrit Homère et ce que représente et ce que veut dire Nolan dans ce film, déjà à niveau physique, c'est pas du tout la même chose. Donc, l'Odyssée de Homère, c'est un ogre qui a taille humaine, enfin, c'est un ogre qui représente un humain, c'est vraiment un humain, mais juste avec un œil. Donc il a une barbe, il a des cheveux, il a juste un œil au beau milieu de son gros front là. Et le cyclope de Nolan, c'est pratiquement comme c'est une créature. Tout est, on dirait une peinture de Picasso. Tout est difformé, son nez est difforme, les yeux, en fait, c'est comme si il avait été mixé comme ça. Et après, ils ont fini le taf. Et le mec n'est pas fini, quoi. Il n'y a aucun effet spécial qui a été rajouté pour agrandir la personne. C'est vraiment été filmé à taille humaine. Et comme vous pouvez le voir, parfois, ils ont utilisé des pantins pour jouer ça. Donc tout est vraiment très naturel. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film de Nolan. Mais au niveau de l'histoire, donc on va lire l'histoire et on va la comparer avec Nolan. Donc Nolan, donc dans le film Nolan, alors attendez, dans le film de Nolan, le Cyclope ne parle absolument pas. Il dit 2 mots pratiquement à la fin de l'aventure sur l'île. On ne sait même pas son nom, on ne sait rien sur lui parce que le Cyclope ne parle pas. C'est vraiment plus considéré comme une créature dans le film de Nolan, une créature qui prend soin de ses moutons. 2 histoires sont complètement différentes l'un de l'autre. Par exemple, alors je vais vous lire du coup ce qui s'est passé chez Homère. Donc Ulysse et ses hommes, accostés sur une île des Cyclopes, ils entrent dans la grotte de Polyphème, fils du dieu Poséidon. Le géant à un œil bloque la sortie avec un énorme rocher et commence à manger les compagnons d'Ulysse. Donc ça, pour le moment, c'est ce qui se passe dans le film. Donc à chaque fois qu'il sort ou qu'il rentre, il sait qu'il y a des soldats dans la grotte, donc il décide de fermer la grotte avec la roche et il mange peu à peu. Il en profite vraiment et il les laisse
C'est un petit casse-dalle, quoi. C'est un petit snack de nez. Voilà, tu vois les gens qui se trifouillent le nez, là, on appelle ça un snack de nez, c'est beaucoup plus beau. Du coup, dans le livre, Ulysse le fait boire, se présente sous un faux nom, le nom de Personne, donc le mec se fait appeler Personne, puis crève son œil unique avec un pieu chauffé au feu. Donc ça, c'est aussi arrivé dans le film. Bien sûr, il n'a pas parlé au géant, il lui a pas dit qu'il s'appelait Personne. Le lendemain, Ulysse et ses hommes s'échappent cachés sous le ventre du mouton. En s'enfuyant, Ulysse commet une erreur fatale, il crie son vrai nom à Polyphème. Polyphème le maudit auprès de Poséidon qui persécutera Ulysse pendant tout le voyage, le point pivot de tout le poème. Donc, en vrai, en relisant le truc, il y a eu pas mal de moments que Nolan a repris. En fait, il n'y a juste pas eu la conversation avec le Cyclope. Parce que le vrai truc avec le Cyclope, c'est que Ulysse se fait appeler Personne, et quand le Cyclope voit les soldats partir de sa grotte, il va chercher de l'aide auprès des autres Cyclopes. Donc sur l'île, dans le film, on ne voit qu'un Cyclope, mais dans l'histoire, il y en a plusieurs. Il va voir les autres Cyclopes en leur demandant de venir les aider parce qu'on l'a fait mal. On a pris des moutons, on lui a crevé l'œil, et les autres cyclopes lui demandent qui t'a fait ça. Et le cyclope leur répond c'est personne qui m'a fait ça. Donc si c'est personne, c'est personne. T'as compris les bails. Mais là non, ça n'a pas du tout été le cas. Là, Ulysse, en fait, vu qu'il lui a crevé l'œil, le cyclope ne pouvait pas vraiment inspecter la grotte. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait sa main au niveau de la taille des moutons, et en fait, à chaque fois, il touchait les moutons pour sentir la laine. Pas la laine de bouche, mais la laine des moutons. Et du coup, ce que les compagnons ont fait pour essayer de s'extirper de là, c'est qu'ils mettaient une espèce de petite... des branches, des feuillages au niveau de leur dos pour que ça fasse effet de laine. Pour moi, c'était pas vraiment réussi parce que ils auraient pu essayer de couper la laine des moutons et s'en foutre sur le dos, et ça fait vraiment toucher de la laine. Mais là, c'était des feuillages, donc ça c'est dommage. On se met vraiment du côté des compagnons d'Ulysse qui le voient à travers ses actes, donc l'acte qu'il fait impardonnable avant de partir de l'île, c'est que le Cyclope est déjà aveugle, il a déjà perdu la plupart de il a perdu des moutons, donc et Ulysse, ce qu'il fait pour se venger sur le fait qu'il ait tué, qu'il ait mangé ses compagnons, c'est qu'il lui balance une dernière flèche dans la gueule. Et à cause de ça, ça a créé une colère, une grosse colère pour le Cyclope. Ils ont réussi à s'évader. Il a réussi à manger 2-3 soldats à côté, mais ses compagnons ont su, il y en a un qui a dit que c'était en fait le fils de Poséidon. Parce que le Cyclope, on l'a entendu dire deux mots, ils l'ont entendu dire Poséidon, vengeance. Parce qu'ils vont savoir plus tard que le Cyclope était en fait le fils de Poséidon. Donc tout ce qui leur arrive dans la suite de l'aventure, c'est à cause de cette flèche qui a été de trop. Et c'est pour ça que Poséidon essaie de se venger en les emmenant dans différentes îles et en essayant de faire couler leur bateau constamment. C'est le moment quand, lorsqu'ils arrivent sur une île affamée et qu'ils s'aperçoivent que cette île est en fait habitée par des géants soldats en armure de fer. Là-dessus, j'ai trouvé ça complètement idiot, cette partie-là. Je sais qu'elle se trouve dans la partie d'Homère, mais je préfère pas du tout en parler parce que le côté de Nolan était dégueulasse. Les effets spéciaux, c'était dégueulasse. Les armures, c'est des armures du Moyen-Âge, de l'âge de fer, alors qu'on est dans l'âge de bronze. Alors que c'est complètement con parce que même Ulysse lui-même, dans sa période, dans son époque à lui, parle de l'âge de bronze. Cette partie de l'île a été pour moi inutile. On voit des soldats énormes de 2 mètres, 2 mètres 50, habillés, armurés en armure de fer. Le fer, on n'est même pas à l'âge de fer, on dirait des soldats du Moyen-Âge, alors que l'époque des Grecs, c'est l'âge de bronze. Cette partie-là, en fait, il n'y a eu aucun dialogue, il n'y a eu aucune avancée dans l'esprit de Ulysse, parce que chaque île, chaque arc dans les aventures d'Ulysse font apprendre ou donnent des leçons à Ulysse à chaque fois. Alors que cette partie-là, avec les soldats, ça n'a servi absolument à rien, à part à se retrouver sur une île, avoir de l'action qui était nulle, c'était mal filmé, avoir des effets spéciaux éclatés parce que les armures, il n'y a aucun goût, aucun détail, c'est juste du fer tout lisse. Il y a un moment, il y a un enfant dans une armure dégueulasse, archi mal fait, c'est odieux.
Et tout ce qu'ils font, c'est aller sur l'île et partir en courant pour repartir sur les bateaux. Il y a pratiquement une trentaine de soldats, une vingtaine de soldats qui meurent. Ils auraient pu mourir quelque part d'autre, mais cette partie n'a servi à rien parce qu'au final, ils font que contourner l'île pour rencontrer la sorcière qu'ils vont voir plus tard, Circé. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette partie avec Circé. Il y a 2-3 points que j'ai pas trop kiffé, mais on va en parler tout de suite. Ensuite, deuxième arc, Circé, ou Circe, ou Circé, donc la sorcière qui contrôle les hommes et qui les module et qui les transforme en animal pour leur montrer leur vraie nature. C'est ça ce que c'est la légende de Circé. Donc Circé a été jouée par Samantha Morton. Donc à gauche, on voit plus. Il n'y a pas trop d'images du film parce que on la montre pas. Si je me rappelle bien, on la montre pas dans le trailer. Donc à gauche, c'est l'actrice et à droite, c'est la Circé qu'on représente dans les peintures et dans le livre de Homère. Cette partie-là a été très émotionnelle dans le film. Il s'est pas passé grand-chose, mais il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la relation entre les hommes de Ulysse et Ulysse en lui-même, enfin Odyssée. Je vais rester sur Ulysse, entre Ulysse et ses hommes. Donc les hommes, une fois arrivés sur l'île, les hommes sont à deux doigts de faire une mutinerie avec Ulysse. Le fait qu'ils prennent des choix vraiment incohérents, qui décide de faire un détour pratiquement et qui ne suit pas l'armée d'Agamemnon, le fait qu'il les emmène voir un cyclope et que la moitié meurt mangée, le fait qu'il se venge en envoyant une flèche encore une fois dans la tête du cyclope, le fait qu'ils sont tous affamés, il y a 30 personnes de l'équipage qui meurent à cause des géants de fer dégueulasses, et une fois arrivés sur le côté de l'île avec Circé, c'est là ils se disent en mode « Toi tu portes la poisse, reste sur le bateau, reste sur la plage, on va s'occuper du reste. » C'est pour ça que Ulysse est mis de côté à ce moment-là, et que l'équipage décide d'aller seul, enfin, on va dire une dizaine d'entre eux décident d'aller par eux-mêmes là où ils voient de la fumée dans la maison, qui sera la maison de Circé. C'est pour ça que Matt Damon n'est pas avec eux et qu'il va pouvoir les sauver après. Donc j'ai beaucoup aimé. Le truc que j'ai pas trop kiffé, c'est la raison de Circé. Circé les a directement changés en cochons. D'après elle, c'est leur vraie nature. Pour elle, ce sont tous des porcs. Automatiquement, elle décide de les changer en porcs tous, malgré leur gentillesse et leur accueil. Dès le départ, l'équipage, lorsqu'il voit cette vieille femme dans sa maison, ils la mettent en confiance. L'équipage lui dit qu'ils vont lui faire aucun mal. Et la seule chose dont ils ont besoin, c'est de la bouffe. Ils crèvent la dalle, donc ils ont vraiment besoin de la nourriture absolument. Donc c'est tout ce qu'ils ont demandé, ils ont dit ça gentiment en plus. Donc Circé, lorsqu'elle leur donne à manger, c'est là où elle commence à les transformer tous en porcs. Le moment où elle les transforme, ça prend vraiment du temps. Il y a à peu près 1 à 2 minutes dans le film où on la voit en train de moduler la tête de tous les mecs pour qu'ils deviennent tous des gros cochons qu'elle va nourrir. Il arrive au niveau de la maison, et là-dessus j'ai pas trop compris parce que c'est aussi là c'est vraiment différent du livre d'Homère. Donc je vais vous lire ce qui s'est passé dans le livre d'Homère. Circé, magicienne, fille du dieu Hélios, transforme les hommes en cochons avec une potion. Ulysse, protégé par une plante magique, le molly, donnée par Hermès, résiste à la magie. Il menace Circé avec son épée, elle cède, retransforme les hommes et devient l'amante d'Ulysse pendant 1 an entier. Elle lui donne les instructions pour aller en enfer. Ulysse quitte l'île à contre-cœur. Alors c'est absolument pas ce qui s'est passé dans le film d'Ulysse. Là-dessus, il a complètement changé l'histoire. Donc c'est Circé qui... Du coup, Ulysse n'a pris aucune potion. Il n'est au courant de rien. Il voit tous ses porcs devant la maison auprès de cette vieille femme. Donc c'est aussi une vieille femme. Donc l'effet de la relation pendant 1 an ne va pas se faire. Car lui, il a vraiment en tête de retrouver Pénélope, alors qu'il reste avec Circé pendant 1 an, et après il va rester pendant 7 ans avec Calypso. Donc c'est dommage qu'ils n'ont pas repris une femme attirante aux yeux de Ulysse pour qu'il lui donne raison de rester, et peut-être que par exemple son équipage aurait tout fait pour le capturer, pour le forcer à venir avec eux, pour qu'il puisse rentrer. Ça aurait pu être comme ça, mais non, c'est pas ce que Nolan a choisi. Lorsqu'il rencontre Circé, il se rend compte que tous ces animaux, c'est pas logique, c'est pas normal, les porcs, enfin tout. Il a une espèce d'instinct de survie, Matt Damon, à ce niveau-là, qui lui dit de pas manger la soupe que Circé lui a donnée.
et Circé se rendant compte, qui s'est rendu compte que nous nous rendons compte de la scène, le menace avec un couteau. Donc là, c'est l'opposé. Au lieu que ce soit Ulysse qui le menace, c'est Circé qui le menace. Et Matt Damon, ce qu'il fait, c'est qu'il menace Circé de tuer le corbeau qui est juste à côté, qui est la sœur ou le mari de Circé, enfin quelqu'un qui lui est très cher. Donc elle accepte de laisser en vie Ulysse et elle accepte de retransformer tous ces hommes en humains. Tout ça parce qu'il a menacé un corbeau. Là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment un peu con. J'ai préféré l'histoire de Homer, le fait qu'il soit insensible à la potion, qu'il puisse la menacer de mort, et en échange de la mort, le fait qu'il ne la tue pas, elle retransforme l'équipage en humain. Là-dessus, c'est beaucoup plus logique que le film de Nolan. Et effectivement, comme dans le film, c'est Circé qui va lui dire où aller après. Donc après, ça sera les enfers. Et les enfers, c'est là où aussi elle va lui dire que tout son équipage, l'objectif des dieux, et on va dire surtout de Poséidon, c'est que de tuer tout le monde sur son bateau, et qu'à la fin de son aventure, ça sera que Ulysse qui restera le seul survivant du bateau. Donc Ulysse va essayer de tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais c'est lorsqu'on essaie de faire un maximum pour pas que ça arrive, que les événements vont faire que ça arrive. Je sais pas si j'ai été clair. Donc, arc suivant, on arrive dans les enfers. Les enfers, j'ai l'impression que ça a été filmé en Islande, car ce sont vraiment des terres désolées. Tout est noir, il y a des volcans noirs derrière la terre, tout est noir de cendres et de pierres volcaniques. Donc je pense que c'est cette partie-là qui a été tournée en Islande. Donc c'était plutôt une bonne idée de représenter les enfers comme ça. Donc vaste, rien, désert. Et le fait que tous les morts viennent de la terre comme ça, y compris tous les anciens compagnons, Sinon, tous ceux qui ont été tués, y compris Agamemnon qui a été tué du coup pendant son voyage. Lorsqu'il est revenu, il a été assassiné par sa femme. En fait, il a été par sa femme lui-même qui s'est vengé de sa cruauté, et surtout le fait qu'il ait sacrifié sa fille, tout ça pour assurer la victoire contre Troie. Donc il rencontre Agamemnon, son roi, il rencontre Sinon qui a été aussi tué à cause de lui en quelque sorte, parce que c'est lui qui devait protéger le cheval de Troie, mais que les Troyens ont tué lorsqu'ils ont vu le cheval. Et tout ça, c'est des leçons qui ont été données à Ulysse, et aussi à ses compagnons qui étaient juste derrière lui, qui montrent à quel point Ulysse, si tu restes autour de lui, tu vas finir dans les enfers, tu vas mourir, et tu vas finir avec le reste de l'équipage mort en enfer avec tout le monde. Donc cette partie a duré à peu près 10-15, on va dire entre 5 et 10 minutes dans le film, et ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires sur le fait de la vengeance, de la guerre, le fait avec le roi, avec les équipages, ça a été vraiment... ça a été très bien filmé, et très bien tourné, et vraiment très très beau. Non, je crois que juste après les enfers, c'est là où il rencontre les sirènes. Donc les sirènes ne sont pas du tout... on les voit pratiquement pas, elles sont vraiment floues dans le fond. On voit pas du tout les sirènes dans le film de Nolan, mais le seul truc, c'est qu'ils ne respectent pas trop le livre d'Homère, parce que dans le livre d'Homère, les sirènes sont représentées plus comme des harpies. Ce sont des femmes oiseaux, avec des plumes, avec des pattes d'oiseaux. Ce sont des oiseaux qui chantent pour attirer les marins et pour qu'ils les rejoignent et qui meurent fracassés contre les rochers pour qu'ils puissent les manger. Alors que la plupart des mythes, surtout de Disney, ils reprennent les sirènes comme des femmes poissons avec des écailles, avec des queues de poissons, ce qui n'est pas le cas dans le livre d'Homère. Il aurait pu vraiment suivre le livre d'Homère et faire en sorte que les sirènes du film de Nolan soient des vraies harpies, donc des dames oiseaux, des damoiselles, et non des dames sushi. Donc après, voilà, après, la plupart de ces équipages meurent, il y a à cause d'un monstre qui se trouve mixé avec une montagne. Après, il y a une grosse tempête où le bateau est carrément fracassé en deux, et tous les équipages... En fait, on n'arrive pas vraiment à savoir si l'équipage, techniquement, il meurt, mais on les voit pas mourir en direct. Le bateau est fracassé en deux, Ulysse part d'un côté avec une partie du bateau, et le reste du bateau va avec l'équipage au fin fond de la tempête. Donc, de la tempête. Donc on ne sait pas trop comment se passe l'équipage. On suit à partir de maintenant que Ulysse qui se retrouve tout seul et qui se retrouve sur l'île de la nymphe Calypso.
et qui va rester avec elle pendant 7 ans. 7 ans, c'est énorme. Il mange que des lotus, il adore ça, le lotus. Donc le mec, il doit chier du spray à force de manger toujours le même truc. Ça veut dire que c'est plutôt long. Donc au bout de 20 ans, il retrouve Pénélope. Et là-dessus, il a vraiment suivi le film. Là-dessus, il a vraiment suivi le livre d'Homère sur le fait qu'on lui conseille de ne pas aller directement aller sur l'île, aller voir Pénélope et aller voir les prétendants en disant qu'il est Ulysse, mais de faire en sorte qu'il se fasse passer pour quelqu'un d'autre pour qu'il puisse voir le contexte et puis qu'il puisse voir le bordel qui se passe sur son île. Donc c'est ce qu'il fait, il se fait passer pour un mendiant, il se fait reconnaître par son fils Télémaque, et qui à deux vont élaborer une stratégie pour se débarrasser de tous les prétendants et pour reprendre Pénélope en tant que femme promise. Et concernant la fin, moi je l'ai trouvée extraordinaire, donc c'est vraiment une fin qui dure à peu près entre 10-15 minutes. C'est un gros combat, c'est tout un... Pour moi, c'était comme une pièce de théâtre. C'était un huis clos qui restait dans le hall principal du palais de Ulysse, de l'île d'Ithaque. Donc il revient, il se fait passer par un mendiant, les prétendants essaient de tuer le fils Télémaque, il se passe un combat de fou, il se passe le challenge avec l'arc et la corde. En fait, tout se passe dans un huis clos. C'est comme si pour moi c'était une pièce de théâtre qu'on voit plusieurs chapitres comme Andromaque. C'est vraiment ça, c'est très beau, c'était une très bonne idée. Ce huis clos, finir avec un huis clos, moi j'ai beaucoup aimé cette idée. Voilà. Je me répète, mais j'ai beaucoup aimé cette idée. Je me répète, mais j'ai beaucoup aimé cette idée. Bah en vrai, la vidéo dure assez longtemps comme ça. J'aimerais bien trouver quelqu'un pour débattre de ce film, même faire un podcast qui dure 3 heures là-dessus. J'aimerais bien en parler parce que je vous parle comme ça devant l'écran, mais je pense que en parlant avec quelqu'un, j'aurai beaucoup plus d'idées qui vont sortir de mon crâne pour parler de ce film. J'hésite à aller le regarder encore une fois. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Donc faites de même. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce film. J'espère que cette petite partie n'a pas été trop longue. La deuxième partie où on voit à peu près l'histoire de Homer avec le film. J'espère que vous avez quand même aimé ça. Je vous dis à bientôt. À bientôt pour un prochain film. Des bisous et vive les péplums. Vive les péplums. Bisous à tous.